Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Édouard Philippe, député maire du Havre, proche d'Alain Juppé. Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir. Premier meeting d'Emmanuel Macron ce soir pour son mouvement En Marche. Apparemment, il n'a pas l'air décidé à se déclarer tout de suite. Votre réaction? Je ne sais pas ce qu'il avait en tête en faisant ce meeting. Faire parler de lui, c'est évident. Essayer de montrer qu'il incarne une nouvelle façon de communiquer, peut-être. Mais au fond, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'y étais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il a annoncé qu'il était C'est un monde ancien, candidat? il faut le changer. Voilà, pour résumer le propos. C'est intéressant. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Enfin, je veux dire, tout le monde a bien le sentiment que dans notre pays, il y a un maximum de choses à changer, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Simplement, tout le monde n'est pas ministre de l'économie. Et il se trouve que lui a l'occasion, parce que quelqu'un l'a nommé, le président de la République, d'agir sur ce qu'est la réalité de l'économie française. Et je trouve extraordinaire que quelqu'un qui ait la possibilité d'agir sur l'économie française explique qu'il faudra le faire plus tard. C'est un peu désespérant, à vrai dire. Un pied dedans, un pied dehors, ça ne peut pas durer, comme dit Manuel Valls? Alors, je ne sais pas si ça ne peut pas durer. Ce que je trouve incroyable chez Manuel Valls, c'est qu'il est souvent, à certains égards, commentateur de l'actualité, mais là, il est commentateur de son propre gouvernement. Je crois qu'il est Premier ministre. Et je crois que le Premier ministre, dans le système institutionnel français, peut décider des membres de son gouvernement. A une certaine, normalement, autorité sur ses ministres. Donc, de deux choses l'une. Soit Manuel Valls considère que M. Macron a franchi une borne, il faut qu'il en prenne, il en tire les conséquences, soit en le démissionnant, soit lui-même en démissionnant. Mais on ne peut pas continuer à avoir un Premier ministre qui fait le commentaire de l'actualité politique, un ministre de l'économie qui explique que si un jour il était aux manettes, voilà ce qu'il ferait, alors qu'il y est. Alors qu'il a été l'inspirateur principal, quand il était à l'Élysée, du programme économique de François Hollande. Je trouve que c'est formidable l'espèce de désinvolture avec laquelle tous ceux qui sont chargés par les Français, alors je ne suis pas sûr que les Français feraient le même choix aujourd'hui, mais ils l'ont fait en tout cas il y a quelques années, tous ceux qui sont chargés d'agir sur l'économie française ou sur la réalité française s'en dédouanent en expliquant qu'un jour il faudra faire quelque chose. Je trouve ça assez étonnant, franchement. Alors il a évidemment été très applaudi ce soir, c'est normal, ce sont ses soutiens qui sont là. Celui qui a été le plus applaudi, qui l'a fait applaudir, c'est Michel Rocard, en précisant ni droite ni gauche, non, c'est pas nous, je suis de gauche. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Macron? C'est quelqu'un de gauche ou c'est quelqu'un que vous pourriez avoir à vos côtés sans voir la différence? Je ne suis pas sûr que ce soit moi le mieux placé pour dire si quelqu'un est de gauche. Si, puisque vous êtes de droite. Ah oui, ça, je Donc vous pourriez me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez qu'il est de droite? Est-ce que vous considérez qu'il est de gauche? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre vous? Je ne sais pas s'il est de gauche. Ce que je sais, parce que je suis maire du Havre et parce qu'au Havre, il y a une gauche qui est active, sonore, parfois démonstrative. Je rencontre très peu de gens au Havre qui pensent qu'il est de gauche. Ça, c'est vrai. Ça, vraiment, c'est vrai. Ensuite, quel est son positionnement politique? J'en sais rien. Je vois qu'il fait appel à toutes les bonnes volontés pour le suivre. Ouais. En général, quand on a envie d'être devant, on fait appel à toutes les bonnes volontés pour être derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit cette base programmatique qui lui permettra de prospérer. Et je ne suis pas sûr, encore une fois, que ça ait beaucoup de sens, alors qu'on est ministre de l'économie, de dire ça. Il pourrait faire un bon Premier ministre d'Alain Juppé? Je ne sais pas s'il pourrait faire un bon Premier ministre, mais je pense que la question que vous posez n'a pas de sens. Pour une raison très simple, c'est qu'un Premier ministre, dans le système institutionnel français, c'est le patron d'une majorité. Et je ne vois pas, mais vraiment je ne vois pas du tout de quelle majorité Emmanuel Macron pourrait être le patron. Ça peut avoir un sens si éventuellement il y a eu Marine Le Pen au second tour et on connaît les discours derrière, par exemple. Je peux concevoir l'idée qu'il y ait un jour une recomposition de la scène politique française. À bien des égards... Vous concevez, mais vous n'y croyez pas? Non, à bien des égards, elle est un peu fatiguée, la scène politique française. Elle est un peu crispée, congelée même, pour dire les choses telles que je le pense. Mais s'il y a une recomposition de la scène politique française, ça se passera après une présidentielle, avant une législative, dans la transparence, et certainement pas dans la manœuvre, dans je dois beaucoup de choses au président de la République, d'ailleurs je l'ai beaucoup inspiré, mais maintenant je estime que... Voilà, c'est pas ce genre de combinaisons qui ont, à mon avis, une chance de prospérer en France, et tant mieux. C'est un meeting qui se fait à 2 jours du discours présidentiel du 14 juillet, le dernier pour François Hollande. Vous en attendez quelque chose? Du discours de François Hollande? Non, non, pas grand-chose. Je l'écouterai avec probablement beaucoup de respect, parce qu'il faut avoir du respect pour le président de la République. Mais je ne vois pas très bien ce qu'en fin de mandat, François Hollande pourrait dire de crédible. Alors, on parle en général de défense. Non, pas du tout, parce que c'est la fin du mandat. Oui, parce que lui est totalement décrédibilisé. J'ai bien compris. Normalement, le 14 juillet, on parle beaucoup évidemment de défense. D'ailleurs, tous les candidats à la primaire de la droite en ont parlé. Bruno Le Maire, hier, à votre place, expliquait qu'il souhaitait un deuxième porte-avions. Pour lui, la souveraineté de la France, ça passera aussi par là. Vous êtes d'accord avec ça? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ça fait longtemps qu'en France,
parce qu'on a longtemps pensé que la fin de la guerre froide pouvait permettre de toucher ce qu'on appelait les dividendes de la paix, c'est-à-dire au fond de diminuer notre effort de défense, on a baissé progressivement, pas trop vite, mais quand même progressivement les dépenses en matière de défense. On se rend compte aujourd'hui que le monde s'est pas apaisé et qu'il est dangereux. Et face à ce monde dangereux, nous ne pouvons pas espérer que notre sécurité soit assurée par les autres. Nous pouvons espérer qu'elle soit assurée avec les autres, mais pour se garantir ça, il faut que nous soyons forts. Et donc, il faut qu'on ait une capacité à nous défendre. Donc, que nous acceptions l'idée qu'il faut payer des soldats, avoir un format militaire qui nous permette de nous projeter et de nous défendre, faire des investissements, faire de la recherche. Ça demande des sous, ça n'est jamais très populaire à court terme, mais c'est indispensable. Quand on est faible, en général, on finit toujours par le payer. Sauf que les rivaux d'Alain Juppé à la primaire, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et les autres, ils ont tous promis des enveloppes faramineuses de budget supplémentaire. Jusqu'à 26 milliards d'efforts supplémentaires pour Bruno Le Maire, je crois. Vous en êtes juste à 7 milliards. 7 milliards, c'est aller même pas un demi-porte-avions. Oui. Donc c'est pas très cohérent avec ce que vous êtes en train de dire? Non, je pense que ce qui n'est pas cohérent, c'est souvent public par public de donner des chiffres mirobolants, qui évidemment peuvent sembler séduisants, mais qui ne sont pas forcément cohérents avec le reste des propositions qu'on fait et dont on pense que finalement... Vous voulez dire que quand on fait l'addition à la fin, les promesses sont forcément pas tenues, c'est ça? Je ne parlerai pas des autres, mais ce que je sais, c'est que chez Alain Juppé, on essaye en général de chiffrer précisément les choses et de les présenter avec une cohérence rigoureuse. J'imagine que les autres font la même chose. Vous en doutez, semble-t-il? En tout cas, je peux me prononcer pour nous. Apparemment, ça paye dans les sondages, hein, ce que vous appelez ce ciblage-là, pour Nicolas Sarkozy, par exemple, qui est bien remonté ces derniers temps. D'ailleurs, il talonne maintenant Alain Juppé. Parfois même, il le dépasse dans certaines enquêtes auprès des sympathisants, les Républicains. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Parce que c'était quand même le champion des sondages jusqu'à présent, Alain Juppé. Écoutez, tout à l'heure, j'étais assis à cette table, juste à côté de nous, pour la présentation des titres, et il y avait une dépêche juste que j'avais sous les yeux qui datait d'une dépêche de l'AFP de 21h01. C'est-à-dire qu'elle a 1 heure. Et elle montrait, je la lisais, qu'Alain Juppé avait progressé dans les intentions de vote, dans la popularité, qu'il était passé à 63, popularité, là je parle des intentions de vote, effectivement, pour la primaire, auprès des sympathisants les Républicains. En tout cas, ce qui est assez précis quand même. Je pense que vous aurez noté que sur ces... Est-ce que ça vous inquiète ou pas ce rattrapage? Parce qu'il ne vous a pas échappé, à part la dépêche que vous avez vu passer tout à l'heure. Non, je vais vous dire, les sondages pendant 2 ans ont été excellents. Et pendant 2 ans, j'ai dit qu'on les regardait avec attention, mais sans qu'on pense qu'ils aient une valeur prédictive. Aujourd'hui, ils sont très bons. Ces sondages, ils continuent à donner à Alain Juppé systématiquement vainqueur de la primaire et systématiquement vainqueur de la présidentielle. Ces sondages, ils montrent que le deuxième choix de tous ceux qui votent Fillon ou Le Maire, il est pour Alain Juppé. Donc ce sont encore des très bons sondages. Quand vous avez dans les sondages, au deuxième tour de la primaire, autant de différence avec celui qui serait votre opposant, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont mauvais. On en tient compte, pas tellement. Non, je dois dire pas tellement, parce que l'idée d'Alain Juppé, c'est de faire campagne exactement comme il a prévu de la faire, de ne pas être dans la course au spectaculaire, de ne pas être dans la course à la démagogie, d'être qui il est et de dire exactement ce qu'il pense. C'est moins spectaculaire, je pense que c'est plus efficace. Les autres sont démagogues? Non, je ne parle pas des autres. Je parle d'Alain Juppé. Merci Édouard Philippe d'être venu répondre à nos questions ce soir. On reste avec nous, la pause, et puis juste après la météo, on revient dans le grand décryptage justement sur ce meeting d'Emmanuel Macron ce soir. A tout de suite.